Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme. Puis ensuite, un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Delphine Diaz, ancienne élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, agrégée d'histoire, maîtresse de conférences à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, où elle est membre du CERIC, le Centre d'études et de recherche en histoire culturelle. Elle a publié en 2014 aux éditions Armand Collin un livre issu de sa thèse, Un asile pour tous les peuples en Europe, exilés et réfugiés étrangers dans la France du 1er 19e siècle, qui a reçu en 2015 le prix Augustin Thierry du comité d'histoire de la ville de Paris. Elle coordonne depuis 2016 un programme de recherche Jeunes chercheuses, jeunes chercheurs financé par l'Agence nationale de recherche Asile Europe 19e. Bonjour Delphine. Bonjour Nicolas. Donc vous allez nous parler aujourd'hui du chapitre d'histoire de première, l'Europe entre Restauration et Révolution, 1814-1848, et on va peut-être se centrer sur plutôt l'aspect autour des nationalités. Oui, alors j'aimerais effectivement évoquer ce nouveau programme et le chapitre sur l'Europe entre Restauration et Révolution, entre 1814 et 1848. D'abord pour dire que c'est une période qui a été beaucoup retravaillée par l'historiographie, en particulier la période des restaurations monarchiques, qui a longtemps été négligée par l'historiographie et considérée comme un temps sombre de retour en arrière, après le temps des révolutions, le temps de l'Empire. Et donc on note un renouveau de l'intérêt historiographique pour cette période des restaurations. Je pense par exemple au grand volume collectif qui est sorti en 2015, dirigé par Jean-Claude Caron, Jean-Philippe Louis, aux presses universitaires de Rennes. C'était un ouvrage qui s'intitulait « Rien appris, rien oublié », les restaurations dans l'Europe post-napoléonienne, donc entre 1814 et 1830, qui était en fait le fruit de 2 colloques et qui rassemble plus d'une trentaine de contributions, qui proposent un panorama très très dense de l'historiographie actuelle sur ce moment assez négligé de l'histoire européenne. Donc la quinzaine d'années qui sépare la bataille de Waterloo de la vague révolutionnaire du début des années 1830. On a donc un ouvrage qui s'intéresse à cette quinzaine d'années et qui va renouveler la question sur cette Europe des restaurations, une Europe mal aimée, et c'est de là que part le constat même des 2 coordinateurs de l'ouvrage, une Europe mal aimée qui a longtemps été lue comme une phase de retour en arrière, une phase de retour en arrière, une parenthèse réactionnaire de 15 ans qui se serait ainsi imposée sur un chemin de la modernité, du progrès. Donc ici, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que cette période des restaurations a été réinvestie par les historiens très récemment pour montrer que ces régimes n'ont pas pu totalement revenir à l'ancien régime, à l'absolutisme, qu'il y a eu de nombreuses formes d'accommodement avec les héritages révolutionnaires et avec les héritages impériaux également. Et donc, l'une des lignes fortes de toute cette historiographie, c'est quand même aussi de tendre à atténuer l'idée d'une rupture entre la période révolutionnaire et impériale d'un côté et de l'autre, la période des restaurations. Alors, cette période, elle a aussi été réinvestie à la lumière de l'histoire du mouvement des nationalités, qui va remettre en question l'ordre consacré par le Congrès de Vienne. Alors j'aimerais quand même préciser que même si on traite dans le programme du mouvement des nationalités après le Congrès de Vienne, les nationalités ne sont pas toutes nées après 1814-1815. Je pense que c'est important aussi de montrer là aussi les liens avec la période précédente et de dire que pour certaines nations, il y a aussi la période précédente qui compte aussi parfois beaucoup plus dans la formation même de la nation, ou du moins qui est vraiment un temps crucial. Je pense bien sûr au sentiment d'appartenance à la nation allemande. On ne peut pas faire l'économie de la période précédente, de la période
donc de l'opposition à l'Empire, hein, qui est bien sûr aussi structurante dans la formation de ce mouvement national, qui va se développer d'abord en Rhénanie, hein, autour d'associations étudiantes, de fêtes civiques, etc. Alors, bien sûr, donc, rappelons-le, le mouvement des nationalités ne naît pas comme ça ex nihilo après le congrès de Vienne, hein, et là, vraiment, le lien avec la période précédente est nécessaire à effectuer. Mais malgré tout, c'est vrai que l'ordre du congrès de Vienne, qui malmène très largement le principe des nationalités, eh bien, va encourager, hein, l'émergence de mouvements patriotiques et libéraux. Et je pense que là aussi, ce qui est intéressant, c'est de bien avoir en tête que ce patriotisme, ce mouvement nationalitaire, comme l'ont qualifié certains historiens pour ne pas employer le mot de nationaliste, hein, qui peut avoir d'autres sens, surtout à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, eh bien, ce mouvement nationalitaire, il est allé de pair avec l'affirmation du libéralisme, et donc dans l'étude du mouvement des nationalités, c'est aussi l'étude de cette culture politique libérale qui doit être forcément aussi menée en parallèle. Alors revenons quand même sur le congrès de Vienne, hein, et sur les décisions qui ont été adoptées par les représentants diplomatiques européens. Hein. Le congrès de Vienne, effectivement, va dessiner une nouvelle carte du continent, rappelons-le quand même, hein, ce sont des éléments factuels, mais qui sont quand même à l'origine aussi de la naissance, de l'éclosion ou du renforcement du mouvement des nationalités. La Russie, la Prusse, l'Autriche, hein, agrandissent leur territoire. La Grande-Bretagne renforce, elle, ses positions maritimes. En revanche, la France, on le sait, hein, soupçonnée de menées révolutionnaires, est entourée d'un cordon sanitaire d'États secondaires, d'États tampons, comme par exemple, bien sûr, les Pays-Bas, avec un caractère volontairement artificiel, hein, puisqu'on rassemble la Hollande protestante et la Belgique catholique. Donc les germes du conflit entre légitimité et nationalité sont semés, hein, par ce congrès de Vienne et par son acte final, et ainsi va s'affirmer une Europe des peuples qui va s'opposer à l'Europe des princes consacrée par l'ordre de Vienne. On va avoir donc après Vienne, après l'acte final du congrès de Vienne, des grands moments d'effervescence, à la fois effervescence patriotique et libérale, essentiellement à partir des années 1820, hein, même si là aussi, il se passe aussi des choses, bien sûr, avant, en 1817, en 1819, hein, en Allemagne. Mais partons ici des années 1820, hein, qui sont vraiment des années essentielles dans l'affirmation de ces mouvements à la fois nationalitaires et libéraux. En effet, on va avoir des révolutions à Naples, en 1820, à Turin, en 1821, un régime constitutionnel libéral en Espagne, entre 1820 et 1823, et de multiples connexions qui vont s'effectuer entre ces trois théâtres révolutionnaires. Ici, on se penche essentiellement pour les années 1820 sur l'Europe méridionale, hein, sur la péninsule italienne, sur la péninsule ibérique, qui sont les principaux foyers de cette effervescence patriotique dans ces années 1820. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des traits communs à ces mobilisations à la fois patriotiques et libérales, traits communs qui résident aussi dans les caractéristiques sociologiques, hein, puisqu'on voit qu'il y a certains groupes sociaux qui vont en priorité porter ces idées. On les retrouve dans les différents théâtres révolutionnaires évoqués ici. Le groupe des officiers, hein, par exemple, la bourgeoisie urbaine et commerçante, qui va aussi s'affirmer comme relais de ces idées, mais bien sûr aussi les milieux étudiants, hein, qu'on va retrouver aussi très engagés du côté allemand et qui vont aussi être très investis dans la mobilisation et dans les révolutions du début des années 1830. Alors ici, je ne vais pas faire un tableau panoramique de ces mouvements révolutionnaires en si peu de temps, mais je vais essayer juste de me concentrer sur quelques apports, hein, les plus saillants de l'historiographie récente sur ces années 1820-1830 et sur ce cette historiographie-là nous dit du mouvement des nationalités. Alors deux aspects m'ont semblé vraiment importants à traiter ici. D'abord le caractère transnational de ces mouvements et de ces révolutions, donc je commencerai par cela, et ensuite l'apport d'une perspective d'histoire culturelle sur ces mouvements qui sont politiques. Donc je commencerai ici par parler du caractère transnational de ce mouvement des nationalités, et en partant surtout des exemples donc plutôt latins.
Alors, je redirai d'abord que au cours du 1er 19e siècle, rien n'est plus international que l'idée de nation. Hein. Rien n'est plus international et même transnational que l'idée de nation, puisque effectivement, on va avoir des connexions qui vont s'effectuer entre ces différents mouvements des nationalités qu'il ne faut pas penser de manière cloisonnée. Donc il faut bien voir qu'il y a de perpétuelles connexions, mises en commun, parfois dissensions entre ces différents mouvements. Hein. Mais c'est cela qu'a mis en lumière l'historiographie la plus récente sur ce mouvement des nationalités. En effet, si on repart des exemples que j'ai donnés tout à l'heure de régime ou de révolution, notons par exemple que le régime espagnol du triennat libéral entre 1820 et 1823 a largement impliqué des exilés italiens, par exemple, donc, qui étaient venus trouver asile en Espagne, en passant essentiellement par la Catalogne et par la côte valencienne, et qui ont ensuite participé à ce régime constitutionnel espagnol. Autre exemple bien connu, c'est la participation de volontaires dans la guerre d'indépendance grecque contre l'Empire ottoman. On va avoir un phénomène de volontariat avec le philhellénisme qui s'affirme et qui va largement faire participer donc, des étrangers à la cause des Grecs. Oui, certains vont aller mourir sur place. On pense à la figure très connue de Lord Byron, par exemple, qui est du coup anglo-saxon, mais il n'y a pas que. C'est vraiment un mouvement européen. Oui, on pense à Byron, qui part combattre aux côtés des Grecs contre les Turcs et qui trouve la mort à Missolonghi en 1824. Mais j'aimerais donner aussi un autre exemple possible qui peut être étudié, c'est l'exemple du comte piémontais Santore di Santa Rosa, qui est né en 1783, qui participe en 1821 à l'insurrection libérale au Piémont, et ensuite donc, devient ministre de la guerre dans le gouvernement provisoire qui est créé après cette révolution. Et après la répression, il part s'exiler, donc il s'exile d'abord en Suisse, au plus proche, puis ensuite en France, où il ne reçoit pas un accueil très favorable. Il se plaint beaucoup des conditions d'hospitalité faites aux exilés étrangers en France. Et après cela, il quitte la France pour l'Angleterre. L'Angleterre qui a été donc un asile extrêmement libéral, qui n'a pas refusé les étrangers qui venaient chercher refuge sur son sol, et qui n'a pas non plus assigné à résidence les exilés étrangers accueillis, donc ils avaient une certaine latitude qu'ils ne pouvaient pas avoir en revanche en France au même moment. Et Santore di Santa Rosa donc, va ensuite quitter l'Angleterre pour partir en volontaire aux côtés des insurgés grecs, lui aussi donc en 1824, et un an plus tard, il trouve aussi la mort dans les combats. Donc une figure moins connue que Byron, mais qui montre là aussi la diversité des parcours, puisque avec le cas de ce comte piémontais, on voit qu'on a à la fois donc, une phase d'engagement dans une phase révolutionnaire, une phase d'exil avec une multitude de pays de refuge traversés, et enfin une phase de volontariat armé qui effectivement l'amène à perdre la vie dans ces combats. Et donc, on est en tout début des années 1820. Là, le combat nationaliste, on va dire, se fait dans cette Grèce qui essaie d'exister face à l'Empire ottoman. Qu'est-ce qu'il en est en Europe de ces mouvements d'étudiants, de ces mouvements de libéraux qui ont essayé de se développer malgré tout, malgré le système Metternich, après avec le congrès de Vienne? Qu'est-ce qu'ils deviennent au fur et à mesure de ces années 1820, avant, j'allais dire, la première conflagration que sont les Trois Glorieuses en France? Alors, ces libéraux connaissent d'abord, il faut dire, une très dure répression politique, très dure répression politique, mais également cette répression qui peut passer par parfois des emprisonnements, des exécutions, mais également par le phénomène de l'exil que j'ai évoqué en parlant du comte piémontais Santore di Santa Rosa. On a en effet un phénomène d'exil qui va devenir très largement partagé par ces libéraux engagés à travers l'Europe pour la cause de la liberté et pour la cause souvent de la construction de leur nation. Phénomène d'exil qui va devenir une sorte de passage obligé pour les libéraux des années 20, mais aussi pour ceux des années 1830, qui va enraciner l'exil à la fois comme une migration contrainte, mais également comme une forme de mobilisation depuis l'étranger, comme une opportunité, si vous voulez, qui permet d'affirmer ses idées, de les faire connaître à l'étranger, et paradoxalement aussi, finalement, parfois de les rendre plus fortes sur la scène internationale. Ces exilés politiques, ils viennent finalement de
de tous les coins d'Europe. J'ai parlé de l'Europe méridionale tout à l'heure, pour les années 1820, et en effet, on va avoir des exils de libéraux piémontais, napolitains, espagnols, après l'intervention française en Espagne en 1823, qui rétablit Ferdinand VII sur son trône et qui rétablit l'absolutisme. En 1823, les libéraux espagnols sont à la fois faits prisonniers, et certains de ces prisonniers vont quand même demander à rester en France, paradoxalement. Donc on a effectivement un phénomène d'exil qui s'affirme dans les années 20 et qui va continuer encore de s'intensifier dans les années 1830, également en concernant de nouvelles nationalités. Je pense par exemple aux Polonais, les Polonais qui subissent à Varsovie la répression russe à l'issue de la révolution de Varsovie qui avait eu lieu à partir donc, de 1830, qui a été donc réprimée en 1831 dans le sang par l'armée russe. Cette révolution de Varsovie, elle visait donc à obtenir davantage de poids pour la nation polonaise face à l'Empire russe, qui avait consacré sa domination sur la partie polonaise après le congrès de Vienne. Et cette révolution-là, donc, qui s'inspirait des Trois Glorieuses à Paris, va conduire à un phénomène de migration contrainte qu'on appelle la grande émigration polonaise, qui va concerner on estime entre 7000 et 8000 personnes. Donc pour nous, par rapport aux ordres de grandeur que l'on connaît, ça peut sembler très peu, mais pour les contemporains, ça a été vécu comme un véritable exode. Et cette grande immigration polonaise va se disperser en Europe de l'Ouest et du Nord. Beaucoup vont rester en France, environ les 3/4 d'entre eux restent en France. Et là aussi, on voit à quel point pour eux, pour ces Polonais réprimés, qui ont échappé à la mort, qui ont échappé à la déportation en Sibérie, qui menaçait beaucoup de ses opposants, eh bien, pour eux, l'asile va aussi être un moyen exceptionnel de poursuivre le combat, de le faire connaître et de l'amplifier, de lui donner une résonance internationale. En effet, on va avoir, à l'occasion de la réception de ces réfugiés polonais de la grande émigration, la naissance de tout un ensemble de mouvements, de sociétés, de comités, une presse extrêmement active qui vise à les soutenir et à récolter de l'argent à leur profit. Initialement, ces comités avaient souvent été créés au début de la révolution de Varsovie afin de recueillir de l'argent pour les insurgés polonais, pour les insurgés à Varsovie. Et puis, une fois que la révolution est écrasée, eh bien, les comités vont rediriger leur aide et vont l'affecter en priorité aux réfugiés. En France, par exemple, ce mouvement en faveur de la Pologne va être extrêmement vigoureux, à savoir que dans presque chaque petite ville de France, on va avoir des comités libéraux au profit de la Pologne, qui vont se former pour recueillir de l'argent, pour parfois organiser des moments de sociabilité. Je pense par exemple à la pratique du banquet, qui a été réétudié récemment par Vincent Robert, dans son livre Le temps des banquets, et le banquet, c'est aussi une forme politique qui a été utilisée au profit de l'accueil de ces réfugiés polonais, mais aussi italiens et espagnols, au début des années 1830. Donc ici, on voit que ce mouvement d'éclosion d'une forme d'enthousiasme, de solidarité au profit de ces opposants réprimés, prend une ampleur tout à fait inédite, et que cette ampleur inédite, elle est aussi confirmée par le fait qu'on a un véritable mouvement transnational. À savoir que les comités qui naissent en France, qui naissent en Grande-Bretagne, qui naissent en Suisse, et qui apparaissent aussi de l'autre côté de l'Atlantique, vont avoir des connexions importantes entre eux, et vont permettre précisément la circulation d'idées et la mobilisation que l'on qualifie nous aujourd'hui de transnationale. Alors peut-être là aussi revenir sur ce courant d'études transnationales. Oui, effectivement, ça peut être assez intéressant parce que justement, on a tendance à avoir dans le mot nation quelque chose de cloisonné, et vous montrez bien justement qu'au contraire, c'est à travers les échanges, tout ce qui est les discours à l'étranger et la mobilisation à l'étranger que la nation finalement se construit quelque part. Oui, exactement. Effectivement, c'est tout l'intérêt de l'application de ce courant transnational qui est apparu dans les années 1990 au XIXe siècle, qui semble effectivement très très riche, puisque pour l'étude de ce mouvement des nationalités, ça nous montre à quel point
on ne peut pas penser les choses de manière cloisonnée et que ce qui va se passer donc par exemple à Naples, à Varsovie, à Paris, à Bruxelles, tout cela ne peut pas être pensé de manière séparée. Et c'est ce que faisait aussi un récent ouvrage que j'aimerais signaler, en plus de celui que j'ai signalé tout à l'heure sur l'Europe des restaurations, qui était extrêmement novateur, un ouvrage qui a été publié en 2013, qui s'intitule « La liberté guidant les peuples », au pluriel, donc, qui est sorti en 2013 aux éditions Champvallon, et qui était donc dirigé par Sylvie April, Emmanuel Furex et Jean-Claude Caron. Et cet ouvrage, précisément, s'employait à montrer le caractère connecté des révolutions des années 1830, dont j'ai commencé un peu à parler dès maintenant, en parlant des Trois Glorieuses un peu rapidement, en parlant de l'insurrection de Varsovie, mais il faudrait aussi bien sûr ajouter à cette liste d'autres théâtres révolutionnaires. Je pense par exemple à Bruxelles, et qui va donner lieu à la création de la Belgique, reconnue indépendante en 1831, après une révolution née aussi de l'inspiration qu'avaient pu apporter les Trois Glorieuses aux révolutionnaires belges. Et bien ici, cet ouvrage s'emploie à la fois à rétablir la chronologie de ces différentes révolutions des années 1830, en montrant aussi qu'il y a aussi des émeutes de l'autre côté de la Manche, en Grande-Bretagne, même si on n'y pense pas forcément, en montrant finalement tout un ensemble d'insurrections de basse intensité, qui ont eu lieu également et qui sont largement méconnues. Et l'ouvrage, par ailleurs, en plus de ce travail d'histoire plutôt comparée, propose effectivement une perspective transnationale en montrant les connexions qui ont pu s'établir entre ces différents théâtres révolutionnaires. Que ce soit par le biais de la circulation des écrits, que ce soit également par le biais de la circulation des proscrits, des réfugiés et des exilés, puisque là aussi, ces années 1830 vont consacrer les circulations révolutionnaires. Et vous disiez à l'introduction, vous parliez du cas allemand. C'est vrai, vous avez rappelé fort à propos qu'il ne fallait pas attendre 1815 pour voir les premiers discours nationalistes. Je pense notamment à Fichte, à son fameux discours à la nation allemande qui date de la fin des années 1810. Justement, on a tendance aussi à penser que l'Allemagne se réveille souvent après 1848. Qu'en est-il dans les années 1820-1830 de l'Allemagne ? Alors, pour ce qui est de l'Allemagne, en effet, là aussi, l'ouvrage dont je parlais sur les années 1830 met bien en valeur dans un chapitre qui est, je le précise, écrit par une collègue allemande, mais traduit en français, l'existence de ces révolutions, également de ces mouvements insurrectionnels qui ont existé également dans les années 1830 en Allemagne. Et là aussi, on peut insister sur le fait que les Allemands, donc écartelés entre une multitude d'États, rappelons qu'il y a 39 États germaniques appartenant à la Confédération germanique à l'issue du Congrès de Vienne, eh bien les Allemands aussi ont été largement investis dans ces circulations dont j'ai parlé et dans ces exils. Quelques exemples ici peuvent être retenus. Je pense par exemple au cas de l'homme de lettres prussien Heinrich Heine, qui va ensuite donc s'installer de manière définitive en France. Il arrive d'abord à Paris en exilé volontaire, après la nouvelle des Trois Glorieuses, donc il va s'installer à Paris essentiellement pour échapper à la censure, mais il se présente lui-même comme un exilé volontaire, il n'a pas fait l'objet d'une mesure de proscription, mais voilà, il s'installe et ensuite ne quitte plus Paris et va devenir aussi un emblème de ces relations culturelles franco-allemandes. D'autres exemples s'imposent. Pensons au jeune Marx, dont il a été beaucoup question au cours de l'année 2018, avec le bicentenaire de sa naissance, ce qui a donné lieu à tout un ensemble de manifestations, mais également, il y a eu également la sortie d'un film qui a permis de réinvestir la période de jeunesse de Karl Marx. Marx, lui aussi, arrive à Paris en 1843, là aussi étant en but à la censure, et reste à Paris jusqu'en 1845, donc sous la monarchie de Juillet. Et il passe un séjour très riche à Paris, mais à la fois compliqué, puisqu'il va faire l'objet d'une surveillance policière constante et qu'il est finalement expulsé de Paris sous la pression diplomatique de la Prusse et expulsé vers Bruxelles. Donc tous ces exilés politiques allemands vont aussi contribuer à la formation effectivement de mouvements politiques à la fois libéraux et pas seulement, puisqu'avec l'exemple de Marx, on voit également que
voilà, il ne s'agit pas seulement de construire sa nationalité, mais bien plus largement, on le voit à travers les écrits du jeune Marx à Paris, à Bruxelles, puis de nouveau à Paris, il s'agit aussi bien sûr de construire un mouvement international. Donc là, on dépasse aussi bien évidemment le cadre du mouvement des nationalités. Et je pense que c'est aussi intéressant de le dire, c'est qu'il ne faut pas seulement aborder le mouvement des nationalités dans ce chapitre, mais il faut aussi le relier, bien évidemment, aux circulations transnationales et aussi à l'ébauche d'un internationalisme qui ne prendra vraiment forme que plus tard. Mais bien sûr, la période là aussi est décisive. Et quand on vous écoute, on suit vos raisonnements, on voit bien que dans chaque pays, on prend le cas de l'Allemagne ou de l'Italie par exemple, voire de l'Espagne, on a une certaine jeunesse qui est un petit peu en fer de lance de ces combats nationalistes en tout cas. Je pense au Burschenschaften en Allemagne, je pense peut-être aussi à des sociétés plus ou moins plus secrètes en Italie comme les Carbonari. Qu'est-ce que vous pourriez évoquer sur ce côté-là, sur cette jeunesse, on va dire, post-napoléonienne, ou en tout cas qui a grandi à l'ombre de la conquête napoléonienne en Europe? Est-ce qu'il y a eu l'idée, est-ce que ça a donné des idées, ou est-ce qu'au contraire ça a été peut-être un repoussoir, je ne sais pas, pour la construction de la nation? Le thème de la jeunesse est essentiel. Alors en effet, quand on regarde sociologiquement parlant les groupes de libéraux, on constate effectivement souvent leur grande jeunesse. C'est le cas dans les statistiques qui ont été faites, par exemple au sujet des exilés napolitains des années 1820. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment les révolutions de 1830, du début des années 1830, qui vont consacrer la jeunesse, et on parlera même d'une juvénocratie pour décrire ces révolutions et ces mouvements révolutionnaires, avec une insistance portée sur la nécessité d'être jeune pour porter le combat. Alors, je vais donner ici un exemple qui est également très présent dans le cadre de ce programme, c'est l'exemple de Giuseppe Mazzini. Mazzini, il arrive donc en France, en exil, en 1831, et il va créer la Jeune Italie, la Giovine Italia, donc depuis l'exil, depuis Marseille. Et cette Jeune Italie, dans son titre même, nous parle de jeunesse, et nous montre que là, on est face à une génération qui veut aussi se démarquer de la précédente, notamment se démarquer de la génération des Carbonari des années 1820, pour dire qu'il y a de nouveaux modes d'action à adopter pour faire connaître son combat. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que dans les statuts même de la Jeune Italie, il est stipulé qu'il faut avoir moins de 40 ans pour pouvoir adhérer. Donc vous voyez, c'est vraiment même une condition parfois d'adhésion dans ces différents mouvements qui s'affirment après les années 1830. Et est-ce qu'on peut parler effectivement par rapport à l'ordre ancien rappelé par le Congrès de Vienne de véritables conflits générationnels entre Metternich qui est vieillissant, qui a essayé de figer l'Europe, et puis tous ces mouvements qui vont essayer au contraire de la peut-être renouveler un petit peu? Oui, on peut parler d'un conflit générationnel à coup sûr. Après, ça ne veut pas dire non plus qu'il y a parfois des générations qui peuvent s'entendre. Et par ailleurs, dans le cas de Mazzini, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a sans cesse essayé de mettre l'accent sur la différence entre ses propres modes d'action qu'il défendait et ceux des années 1820 qui reposaient sur le recours à l'action secrète, à la clandestinité. Mais en réalité, ce qu'on voit en pratique, c'est que il a été quand même beaucoup inspiré par ces années de Carbonaro. Donc voilà, il faut quand même aussi un peu tempérer cet affrontement générationnel qui a été mis en valeur dans certains mouvements. Et on voit, quand on suit vos propos aussi, que la France est une sorte de plaque tournante, on va dire, un petit peu. Finalement, la France grande vaincue de 1815, du Congrès de Vienne, et qui finalement accueille, tout en les surveillant, mais accueille quand même des exilés européens, allemands. On parlait de Marx, on parlait de Heine, on parlait d'autres Italiens, Mazzini par exemple. Alors pourquoi c'est ce qui se retrouve en France? Alors pourquoi ils se retrouvent en France? C'est une bonne question, surtout pour la Restauration, puisque le régime de la Restauration, a priori, ne leur est pas favorable. Il faut bien savoir que, par exemple, pour les Piémontais qui partent en exil en 1821, on a voulu leur fermer les frontières, ce qui s'est avéré impossible, étant donné la faible surveillance exercée aussi aux frontières. Donc, en effet, pourquoi arrive-t-il ici? Eh bien, malgré tout, il y a quand même aussi l'héritage révolutionnaire qui ne s'efface pas. Et rappelons quand même ici que la France est quand même le premier pays à avoir consacré dans une constitution l'idée d'un droit d'asile. En effet, c'est la constitution montagnarde de 1793 qui, dans son article 120, avait dit que la France donnait asile à ceux qui se battaient pour la liberté. Eh bien,
malgré tout, là aussi, je pense qu'il faut pas négliger le fait qu'on a un petit peu trop mis l'accent sur l'oubli de cette période, de ces principes qui pouvaient être réactivés malgré tout par les libéraux dans les années 20 et les années 1830. Alors ensuite, il faut bien voir effectivement, comme vous le soulignez, que beaucoup de ces exilés politiques accueillis en France ont connu une amère déception. Je parlais tout à l'heure de Santa Rosa, mais bien d'autres, effectivement, ont dû partir vers d'autres destinations. C'est le cas de Marx qui part vers la Belgique. C'est le cas également de Mazzini qui va finalement s'installer à Londres de manière plus pérenne. Hein, mais en effet, le séjour en France reste associé pour toutes ces personnalités-là que j'ai évoquées à une expérience difficile de surveillance, de contrôle, et malgré tout, effectivement, ça reste quand même un lieu, une plateforme d'échange où on peut dialoguer avec des réfugiés venus de nombreux États sans nation. Nation sans État, plutôt. Et c'est finalement la monarchie de Juillet qui est peut-être un peu plus libérale, mais c'est peut-être le Royaume-Uni qui est la monarchie la plus libérale qui accueille ces réfugiés politiques? Oui, alors le Royaume-Uni a la particularité de ne pas mettre de barrière à l'entrée des réfugiés politiques, donc ça veut dire qu'entre 1826 et 1905, il n'y a pas de contrôle de papier, par exemple, ou de nécessité d'arguer de motifs particuliers pour entrer sur le sol britannique. Donc ce caractère très libéral fait en effet que la Grande-Bretagne a été souvent recherchée comme destination, la destination dont on ne pouvait pas être expulsé, pour ceux qui étaient victimes d'expulsions en chaîne, puisque ça arrivait déjà à cette époque. Eh bien, dans ces conditions, la Grande-Bretagne apparaissait en effet comme un lieu de refuge tout trouvé, d'autant plus qu'il y a eu des moments là aussi de mobilisation assez intense des élites britanniques au profit des réfugiés libéraux, au profit des Grecs dans les années 20, mais aussi des Italiens et des Espagnols. Hein. Et en revanche, ce qui était toujours regretté par les réfugiés, c'est que l'assistance publique offerte aux réfugiés était très très faible. Hein. C'est-à-dire que les réfugiés pouvaient avant tout compter sur la philanthropie, sur ces formes de solidarité libérale, mais il n'y a pas eu en Grande-Bretagne de système de secours aussi perfectionné et aussi large que celui qui a pu exister en France. Alors en France, en effet, dès la Restauration, on a des réfugiés qui sont secourus régulièrement. Je pense par exemple aux exilés espagnols joséphin, ceux qui avaient soutenu l'administration du roi Joseph Bonaparte, qui arrivent en France entre 1813 et 1814, et qui vont continuer à être secourus par la Restauration jusqu'en 1820. Mais ensuite, cette politique d'assistance financière aux réfugiés prend davantage d'ampleur à partir de la monarchie de Juillet, où on va avoir en effet un ministère de l'Intérieur qui va devenir l'acteur central de ce système d'assistance. Donc effectivement, le fait qu'on pouvait en France espérer bénéficier de cette assistance financière faisait que malgré la surveillance très lourde, certains réfugiés pouvaient malgré tout s'accommoder de celle-ci pour pouvoir effectivement continuer de subvenir à leurs besoins. Ce qu'on note du côté des réfugiés accueillis en Angleterre, c'est parfois effectivement des conditions matérielles d'accueil extrêmement difficiles, avec des exilés qui parfois meurent de faim. Enfin, je veux dire, on en est vraiment là. Delphine Diaz, merci. Je pense qu'on a fait le tour de la question au niveau des nationalités dans ce chapitre-là, puisqu'après il y a la rupture, je pense, du moment 1848, donc on reverra dans une prochaine émission. Je rappelle à tout le monde que les références que Delphine Diaz a données se retrouveront en bibliographie sur le site apag.fr. Delphine Diaz, on se retrouve dans cette deuxième partie de l'émission où vous allez nous présenter à la fois un document essentiel pour vous à enseigner dans ce chapitre et puis un personnage. Alors on va commencer peut-être par ce personnage qui est une princesse lombarde. J'ai fait le choix en effet de cette princesse lombarde qui s'appelle Cristina Trivulzio di Belgioioso, qui est née en 1808 à Milan, qui a été mariée très jeune à un prince milanais, Emilio Barbiano di Belgioioso, donc qui donne son nom en 1824, et dont elle se sépare assez rapidement. Et c'est une princesse qui va avoir des idées politiques assez vite très, très affirmées, qui s'exile à Paris à cause de son engagement au profit de la cause libérale, et qui s'établit donc dans la capitale française en 1831.
Elle va devenir un personnage assez incontournable de la sociabilité parisienne, puisque à partir du printemps 1831, donc dès son arrivée, elle est régulièrement invitée dans le salon du général de Lafayette, qui va devenir une véritable plateforme de rencontre pour ces exilés libéraux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, elle va elle-même ouvrir un salon de manière régulière à partir de 1835. Un salon qui va devenir un lieu de sociabilité à la fois pour les réfugiés italiens, venus de différents États italiens, puisqu'on le sait, l'Italie est elle-même morcelée depuis le Congrès de Vienne, et des hommes de lettres français. Je pense par exemple à l'historien François-Auguste Mignet, dont elle va devenir la maîtresse, ou encore le poète Alfred de Musset, qui fréquente aussi son salon. Donc son salon est un vrai lieu de discussion, un vrai lieu de sociabilité. Par exemple, on sait que Niccolò Tommaseo, qui va être l'auteur des grands dictionnaires de la langue italienne au XIXe siècle, le fréquente aussi abondamment. Donc c'est vraiment un lieu important pour les réfugiés italiens, mais aussi pour la sociabilité parisienne. Cette princesse lombarde va poursuivre son activité politique sous d'autres modalités, sous d'autres formes, en particulier avec la publication de journaux. Donc j'en profite aussi pour dire effectivement que tous ces exilés et réfugiés politiques qui circulaient en Europe ne cessaient de publier des opuscules, de traduire des textes, mais également publier des journaux, des périodiques. En l'occurrence, elle va publier donc 2 périodiques entre 1845 et 1848, publiés à Paris, en langue italienne, la Gazzetta Italiana e la Ozone. En 1848, elle rentre à Milan pour soutenir la cause nationale italienne. Elle est finalement dépossédée de ses propriétés par les Autrichiens, puis ensuite elle va aussi s'impliquer dans l'expérience brève de la République romaine en 1849. Et une fois que l'expédition française va mettre fin à l'expérience de cette République romaine, elle va devoir quitter Rome en urgence, en exil là encore, et va finalement errer à travers l'Empire ottoman, où elle va tenter aussi de s'installer et de fonder une propriété. Elle va tirer tout un ensemble de récits de voyage de cette expérience dans l'Empire ottoman, où elle est à la fois exilée et voyageuse, donc une identité un petit peu trouble. Et finalement, donc, elle meurt à Milan en 1871, 10 ans après la proclamation de l'unité italienne, et quelques mois avant que Rome ne devienne officiellement capitale du royaume d'Italie. Donc j'ai trouvé que c'était un personnage particulièrement intéressant, puisqu'elle nous permet finalement de relier plusieurs contextes nationaux du fait même de son itinéraire migratoire qui a été très riche. Et puis même quand elle était exilée, elle a pu faire des allers-retours entre Paris et la Lombardie. Donc ça, voilà, c'est très intéressant de voir que on a de multiples identités qui se superposent. Oui, c'est vrai que c'est surtout le fait, quand on pense à l'Italie, vous aviez évoqué Mazzini tout à l'heure, c'est vrai que c'est intéressant le fait qu'il y ait une femme déjà. Par rapport au programme, c'est bien de montrer aux élèves le rôle des femmes aussi, qui n'a pas été que secondaire dans ces mouvements nationalistes. Et du coup, vous nous proposez 2 choses. Alors, vous nous proposez son portrait, et puis vous nous proposez aussi un texte qui est lié à ce qu'elle a fait, à son travail. Un portrait de Belgiojoso qui est réalisé par Henri Lehmann à Paris en 1843. Alors là aussi, c'est pas un hasard si j'ai choisi ce portrait. Donc c'est un portrait qui est donc peint par un Allemand, un peintre allemand qui est arrivé en France en 1831, au moment où plein d'autres exilés allemands arrivaient dans la capitale, attirés par la Révolution de Juillet. Lehmann donc s'est installé à Paris où il est devenu l'élève d'Ingres. Il s'est fait naturaliser français en 1847, donc après la réalisation de ce portrait, a ouvert son propre atelier en 1847 également. Donc là, on a un portrait de 1843 qui a été présenté au Salon en 1844 et qui a été très très mal reçu par la critique, puisqu'on a reproché à Lehmann d'avoir figé le visage de la Belgiojoso, de l'avoir rendu laide. Donc là aussi, il y a tout un discours sur la beauté féminine qui se développe, puisqu'on estime que là, elle est représentée trop maigre, avec des trop grands yeux par rapport au reste du visage. Donc il y a tout un discours très très normatif sur la beauté féminine qui se dégage de ce portrait de la Belgiojoso, qui est donc un véritable personnage dans cette socialité parisienne. La réception, la critique du portrait le montre, Baudelaire étant lui aussi très très dur envers ce portrait réalisé par Lehmann. Donc là, on est aussi à un moment, en 1843-44,
où la princesse va devenir très très proche de Franz Liszt, donc, qui vient de rompre avec Marie Dagout. Donc on voit aussi à quel point, à travers le commentaire qu'on peut faire de ce portrait, on voit effectivement combien le Paris de cette époque est un Paris éminemment cosmopolite, qui va permettre à ces différents exilés, mais aussi artistes, créateurs, peintres, musiciens, de se rencontrer et de dialoguer. Par ailleurs, j'ai également fait le choix d'un texte, donc un article intitulé « L'Italie et la Révolution italienne de 1848 », qui est écrit par la Belgioso en français et publié dans la Revue des Deux Mondes. Donc c'est un texte qui parle de la guerre de Lombardie, du siège et de la capitulation de Milan, à l'issue des journées révolutionnaires de Milan en mars 1848. Donc ici, ce texte, je vous laisserai bien sûr le lire, mais raconte comment elle va passer de Naples à Milan via Gênes, et comment la Belgioso va mobiliser des volontaires napolitains pour venir participer au combat révolutionnaire à Milan. Sachant effectivement qu'elle était peu de temps avant aussi exilée en France. Donc ça nous montre aussi, là, à travers cet itinéraire et à travers la façon dont elle le met en scène, puisqu'il y a une véritable mise en scène, voilà, dans la description qu'elle fait d'elle-même dans l'article en question, elle se dépeint comme une pionnière, comme une femme qui donne l'initiative, qui fédère un ensemble de plusieurs centaines de volontaires napolitains. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est que finalement, ça nous permet d'entrer finalement dans la vie concrète des révolutionnaires, nous raconter aussi comment se passent concrètement les conditions du voyage, qui sont faites à la hâte pour arriver à temps sur le théâtre de la Révolution, et l'intérêt porté aux conditions d'embarcation, au voyage lui-même, donc à la traversée, qui est ici décrite avec une abondance de détails, et également l'arrivée à Milan, où la Belgioso raconte comment les rues sont encore encombrées de barricades, et son émotion en voyant flotter un drapeau aux couleurs italiennes dans les rues de Milan. Quel intérêt donc de ce document? C'est effectivement de restituer aussi la voix d'une femme, d'une exilée, mais aussi d'une révolutionnaire. J'insisterai aussi sur l'après, dire que après ce texte et après sa participation, donc son arrivée à Milan, la princesse va aussi avoir un rôle essentiel dans la République romaine en 1849. Soulignons par exemple qu'elle va s'impliquer en particulier dans la mobilisation des hôpitaux et des ambulances au profit des blessés des républicains romains, et qu'elle va aussi elle-même connaître encore une fois l'exil, après 1849, va être contrainte de s'embarquer pour Malte, et sa fuite donc va la mener jusqu'à l'Anatolie dans l'Empire ottoman. Ce qui est intéressant également, c'est de dire que la Belgioso n'a cessé de publier des articles à la fois sur son expérience de révolutionnaire en 1848 et en 1849, mais aussi ensuite sur son expérience dans l'Empire ottoman. Elle a publié pour une grande diversité de journaux français. Ici, on a un extrait de la Revue des Deux Mondes, mais elle a aussi publié par exemple pour Le National, et elle a aussi publié dans ces années, par exemple, pour d'autres organes de presse. Je pense par exemple à la Démocratie Pacifique, l'organe des fourriéristes, pour lequel elle a aussi publié en 1849 sur la République romaine. Donc un texte qui insiste sur les circulations révolutionnaires, mais qui insiste aussi sur les circulations de l'écrit, qui permettent aussi à ces révolutions d'exister, de se faire connaître, et d'avoir une mémoire lorsqu'elles sont réprimées, comme beaucoup de celles de 1848-49. Delphine Diaz, merci pour ce beau portrait d'une inconnue célèbre, en tout cas d'une femme révolutionnaire, la princesse Belgioso. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce portrait ainsi que le document issu de la Revue des Deux Mondes sur le site apag.fr. Merci Delphine Diaz. Merci. Retrouvez-nous sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APAG www.apag.fr.